Mais à mon tour de remercier les organisateurs du colloque avec lesquels pour l'instant j'ai juste échangé par mail. Et puis je voudrais surtout particulièrement te remercier, toi, Jean-Marc, pour m'avoir fait, par cette invitation, réfléchir en des termes tout à fait nouveaux pour moi au sujet de la démocratie athénienne, à partir ou autour du concept de forme de vie, parce qu'il me semble que ce terme, ce concept, dans son usage historien ou à destination des historiens, est en mesure de susciter un déplacement historiographique ou des inflexions sensibles dans notre compréhension de ce qu'est la démocratie athénienne. C'est-à-dire, enfin, juste pour m'expliquer, du point de vue des historiens, on sait depuis longtemps, c'est même devenu un peu un lieu commun, en particulier depuis les travaux de Pauline Schmidt-Pantel, que pour analyser le fait politique en Grèce ancienne, il faut adopter une conception élargie du politique. C'est-à-dire que nous avons appris qu'être fidèle à la conception proprement grecque du politique impliquait d'intégrer à l'analyse les pratiques sociales et les modes de vie qui étaient cantonnés jusque-là, ordinairement, à l'histoire des mœurs. Et parce que le politique, enfin, puisque le politique, pour les Grecs, prenait la dimension de tout ce qui définit la citoyenneté, la qualifie, l'exprime, on sait que désormais, il faut aussi insister sur la variété des pratiques sociales qui contribuent à forger le sentiment communautaire bien au-delà du cadre des institutions politiques. Bref, on sait que la démocratie consistait aussi bien, enfin, au moins autant une forme de distribution du pouvoir qu'un certain mode de vie. Or, il me semble que la notion de forme de vie invite à saisir, dans notre compréhension du politique grec, autre chose encore que la simple attention aux mœurs, tropoi ou epipédomata, ou aux pratiques sociales, aux cultures, aux manières de vivre. Alors, la notion de forme de vie, évidemment, son usage est pluriel, hein, depuis son ancrage philosophique dans l'œuvre de Wittgenstein, dans l'école de Francfort, jusqu'à son usage, par exemple, dans la critique communautarienne du libéralisme, hein, lorsqu'il s'agit de pointer la limite de toute organisation communautaire qui ne serait fondée que sur la reconnaissance des droits subjectifs. Mais pour ma part, une approche spécifique du concept de forme de vie qui me semble particulièrement neuve, ou en tout cas inspirante pour les historiens antiquisants, et qui lui donne une portée autrement plus vaste et profonde que ce qu'il apparenterait trop simplement à la culture ou aux mœurs, c'est celle qu'a adopté toute une branche de l'anthropologie depuis les travaux de Clifford Geertz jusqu'à récemment ceux de Vinadas ou de Didier Fassin. Et de la façon dont cette tradition anthropologique se réfère au concept même de forme de vie, je retiens en particulier trois éléments qui pour moi sont particulièrement intéressants. D'abord, il s'agirait de faire porter l'attention sur la forme proprement physiologique de la vie en tant que vie, dans sa dimension la plus ordinaire, sur le plan individuel et collectif. C'est-à-dire dans la mesure même où toute société est une communauté vivante, dont l'existence est étroitement codépendante d'un écosystème, au sein duquel phénomènes culturels, écologiques et biologiques sont entrelacés, parler de forme de vie inviterait à saisir la vie, certes socialisée, mais en faisant porter l'attention aussi sur ses conditions de possibilité physique, naturelle, et donc pour penser ensemble vie sociale et vie biologique. Donc en considérant très simplement que l'être politique est aussi un corps vivant, mortel, sexualisé. Donc on est ici, d'une certaine façon, dans un cadre, on pourrait dire, aristotélicien, si on admet bien que le concept de zoon politikon permet de penser à la fois la continuité des formes du vivant et la singularité humaine, l'homme étant de façon le plus politique des êtres vivants. Or, c'est le deuxième élément qui me semble essentiel, cette appréhension de la vie dans sa dimension donc indissociablement naturelle et sociale, fait saillir la façon dont l'expérience de la vie elle-même est différenciée socialement. Plus largement, ce type d'approche, hein, et je pense vraiment à Vinadas, au travail de Fassin, place au premier plan d'analyse la vulnérabilité et la condition de précarité qui peut affecter la notion de vie elle-même, qu'il s'agisse dans le cas de Vinadas de
documenter l'expérience de la violence subie par les femmes. C'est son grand livre au moment de la partition entre l'Inde et le Pakistan, ou pour Didier Fassin de travailler sur et de toute façon avec les survivants de l'épidémie de sida en Afrique du Sud. La question étant à chaque fois de saisir de quelle manière et par quels mots ceux et celles qui ont été de la sorte exposés à la violence deviennent les sujets de leur propre vie. Et troisième dimension qui me semble essentielle dans cette tradition d'études anthropologiques, c'est qu'elle pointe la dimension éthique de toute existence, telle qu'elle peut être le produit, telle qu'elle est le produit d'un travail ou d'une mise en forme. C'est ce qu'écrit Sandra Laugier. La notion de forme de vie renvoie toujours à un dépôt ou à une sédimentation d'idées, de sens, d'un contenu éthique. Il y a une texture éthique de la forme de vie, au sens où une forme de vie est toujours une proposition, voire une proposition de sens. Et d'une certaine façon, le terme même d'éthos est à l'articulation de ces différentes dimensions. Les éthos peuvent être décrits précisément comme des formes de vie associées évidemment à des conditions naturelles et des lieux spécifiques, mais aussi à des régimes politiques. Ce passage, longtemps attribué à Denis d'Halicarnasse, les éthos s'insinuent dans les lieux et les peuples selon les particularités de chacun, et par conséquent, autant il y a de régimes politiques, autant il y a d'espèces d'éthos, et de même que les régimes politiques découlent des éthos, de même les éthos découlent des régimes politiques. Donc sous ces trois dimensions, il me semble en tout cas que le concept de forme de vie peut enrichir notre compréhension de l'expérience démocratique athénienne, et ce sont ces trois dimensions que je voudrais interroger, mais dans le cadre d'un colloque qui interroge la notion de forme de vie, mais en rapport aussi avec les étrangers, les exclus et les dissidents. Je voudrais le faire en intégrant à la question ce qui accompagne, ce qui fut, mais ça on pourra peut-être en discuter, au cœur de l'expérience démocratique athénienne, c'est-à-dire l'esclavage. Ça suppose, de façon de poser d'emblée que, de dire quelque chose de très simple, que la vie elle-même, en contexte esclavagiste, est affectée d'une certaine forme. Ou, pour le dire autrement, qu'il existe, on pourrait dire, une biopolitique esclavagiste. Il suffira de rappeler à cet égard, très rapidement, parce que c'est des textes que vous connaissez très bien, la façon dont les politiques d'Aristote hiérarchisent les différentes formes de vie selon le partage posé au livre 3. La vie bonne n'est pas accessible aux esclaves. Admettons que ce ne soit pas uniquement pour vivre, mais plutôt pour vivre bien, que les hommes s'assemblent en cité, car autrement, il existerait aussi une cité des esclaves et une cité des animaux, alors qu'en fait, il n'en existe pas, parce qu'ils ne participent ni au bonheur, ni à la vie guidée par un choix réfléchi. Il y a donc une forme de vie dégradée, en quoi consiste l'esclavage, et qui se distingue de la bonne vie des citoyens, pensée en termes physiologiques et naturels, et qui a pour cadre la police. Mais l'esclavage peut aussi être décrit comme une forme de vie, chez le même Aristote, qui unit le maître et son esclave. Là, il faut rappeler les termes étonnants qui sont ceux d'Aristote lorsqu'il évoque la communauté de vie que partagent maître et esclave. En effet, l'esclave partage la vie de son maître, c'est ce qu'il distingue de l'ouvrier, de n'importe quel ergatès, alors que l'ouvrier vit plus éloigné, et sa vertu est ainsi à la mesure de son esclavage. Et Aristote poursuit son raisonnement en ajoutant que si l'esclave ne relève pas de la sphère de la production, de la poiesis, c'est qu'il forme une communauté de vie avec son maître. Aristote pense ici, ça me semble très important, mais l'esclavage, par-delà la distinction entre production et reproduction, en plaçant l'esclavage du côté de la praxis plutôt que de la poiesis. Et la communauté de vie ici, unissant l'esclave et son maître, doit s'entendre dans un sens presque littéral, puisqu'elle fait de l'esclave une partie de son maître, ou même le prolongement organique du maître. D'autre part, je cite Aristote, on parle du bien acquis comme on parle de la partie, théma, comme on parle de la partie, car la partie non seulement est partie d'autre chose, mais encore appartient totalement, je reprends la traduction de Pellegrin,
mais encore appartient totalement à cette autre chose. Et il en est de même pour le ktema. C'est pourquoi le maître laisse seulement de l'esclave, mais n'est pas à l'esclave, alors que l'esclave est non seulement d'un maître, mais complètement à lui. L'esclave, ici, donc le lien qui unit, disons, le maître à son esclave relève bien, dans tout ce passage d'Aristote, d'une forme d'incorporation, la personne de l'esclave étant comprise entièrement dans celle du maître. Et l'esclave est un organon du maître, presque dans un double sens, comme un instrument et comme un véritable organe. Sur le plan conceptuel, dans ce passage où Aristote définit conceptuellement ce qu'est l'esclave. Pour saisir l'esclavage comme forme de vie dans la littérature ancienne, il faudrait aussi convoquer, je crois, l'ensemble des textes, mais je n'entrerai pas du tout dans le détail, mais qui racontent le statut étrange de l'esclavage comme forme de vie dans la mort, ou forme de vie par-delà la mort. C'est évidemment un adage très connu du droit romain. Ordinairement, nous comparons l'esclavage à une forme de mort qui pose ce qu'est quand même structurellement d'un point de vue dogmatique ou normatif la condition d'esclave dans les mondes anciens. C'est-à-dire que d'un point de vue normatif, l'esclave est toujours un vaincu auquel, au terme théoriquement d'un combat, la grâce de la survie a été accordée. De sorte que l'esclavage désigne le statut d'un individu dont la mort déjà prononcée est différée par la seule volonté de son vainqueur. Et on peut repérer dans toute la littérature ancienne une réflexion autour de cette forme de survivance que constitue l'esclavage. Là, je cite un roman grec de l'époque impériale, mais on pourrait aussi réfléchir à cette figure tout à fait singulière de Zalmoxis, esclave immortel, comme le présente Hérodote au livre 4. J'ajouterai enfin que la littérature grecque donne à entendre des esclaves qui, à la première personne, disent la vulnérabilité qui caractérise non pas leur condition ou leur statut, mais la forme de leur vie elle-même. La tragédie est pleine de ces personnages, comme la servante d'Andromaque chez Euripide, qui affirme, pour prendre à la place de celle qui fut autrefois sa maîtresse, mais qui est désormais elle aussi une esclave, que la vie d'une femme esclave, ou péribleptos, ne suscite aucun regard, n'est offerte à aucun regard, n'a d'une certaine façon aucune valeur. Mais un passage que je trouve plus impressionnant encore, c'est un passage de la vie d'Ésope, dans lequel est mis en scène la confrontation du fabuliste esclave et de son premier maître, Xanthos. Xanthos, pour la première fois, voit Ésope, lui demande de quelle origine es-tu, et Ésope lui répond Sarkinos, on traduit habituellement par je suis un être de chair. Et c'est vrai que Sarkinos a le sens de la chair dans la littérature comique athénienne du 5e siècle. Ça peut aussi désigner, dans la littérature médicale, la viande. Mais il y a aussi, de façon, un sens plus profond, plus philosophique au terme qu'on trouve dans les lois de Platon et qui est, disons, à l'arrière-plan ensuite de l'usage abondant du terme sarx, sarkinos dans la littérature chrétienne, quand sarx désigne la chair opposée à l'esprit. Sarkinos, ici, et je crois que c'est en ce sens que de toute façon Ésope l'emploie, renvoie à la chair en tant qu'elle est une condition partagée par les hommes et les animaux et les plantes, condition vulnérable, soumise potentiellement à la violence. Et Ésope, ici, énonce sa condition d'esclave comme celle d'un être qui n'est que de chair et non d'esprit, qui est du côté de la vie dans ce qu'elle a aussi, l'animalité, on pourrait dire aussi comme un corps vidé de sa substance vitale ou un corps désubjectivé. Alors, à l'évocation de ces différents textes, vous pourrez m'objecter, je pense, quel rapport avec la démocratie? Et pour le concevoir, à mon avis, et c'est à ça que je vais consacrer mon intervention, il faut suivre d'une façon une double piste. La première consiste à saisir la façon dont la démocratie, comme régime politique,
produit des conceptions hiérarchisées et différenciées des formes de vie. La seconde consiste à saisir quelle est la forme de vie qui, dans sa dimension éthique, est associée à la domination esclavagiste en régime démocratique. Je pense, et pour ça on peut vraiment surtout s'appuyer euh, sur le 8e livre de la République de Platon, je le verrai, qu'il existe une certaine façon d'être maître propre au régime démocratique, que la forme de vie qui unit maître et esclave est singulière en régime démocratique. Alors que la démocratie défend une conception singulière de ce qu'est la vie elle-même pour les membres de la communauté politique, c'est ce qu'atteste un ensemble de textes qui nous font connaître les premières décennies du régime démocratique. Vous savez qu'on fait ordinairement débuter la démocratie athénienne de la réforme de Clisthène de 508-507. Il y a quelque chose de très intéressant, c'est que il y a, juste avant la réforme de Clisthène, sans doute lors de l'année 510-509, donc juste avant cet événement auquel on impute la naissance de la démocratie, un décret voté par les Athéniens, et la date est connue comme étant celle de l'Archontat de Scamandrios. C'est un passage du plaideur athénien Andocide qui nous le fait connaître, et qu'on date aujourd'hui de l'année 510-509. Or, ce décret, donc, qui a sans doute été voté au lendemain de la tyrannie des Pisistratides, au moment où la cité se libère, proscrit, c'est comme ça qu'on interprète le texte d'Andocide, le recours à la torture contre tout citoyen athénien. C'est-à-dire que l'inviolabilité du corps du citoyen est un principe fondamental du régime démocratique dès sa fondation. L'égalité nouvelle entre citoyens supposait avant même la réforme de Clisthène. Et de toute façon, on pourrait dire qu'on pourrait décider que la démocratie commence avec peut-être ce décret voté sous l'Archontat de Scamandrios, que nul pouvoir et aucune prééminence sociale ne devait autoriser l'exercice d'une violence physique contre un citoyen, qui était qualifié dans ce cas-là comme un acte d'hubris, un outrage infligé à l'individu et un outrage infligé plus largement à l'ensemble de la communauté civique. Or, ce principe d'immunité du corps citoyen est pensé assez explicitement dans les mêmes années, c'est-à-dire dans les premières décennies du régime démocratique, en relation avec le développement de l'esclavage. C'est ce que nous apprend un grand texte classique qui est le seul, je suis désolé parce que je le donne comme ça, mais en fait, évidemment, on ne peut pas le lire, donc je le résume très brièvement. C'est un passage qui est le seul, à ma connaissance, récit étiologique au sujet du choix de l'esclavage fait par les Athéniens à l'époque classique. Donc c'est un récit qui devait circuler à Athènes autour des années 450, qu'on connaît parce que Hérodote le mentionne au livre 6 des Histoires, et c'est un récit qui met en scène ce qui se serait passé à l'origine, enfin, au tout début de la cité athénienne. Hérodote nous explique que sur le territoire de l'Attique coexistaient deux communautés, les Athéniens et les Pélasges, peuples mystérieux qui sont mentionnés dans un nombre considérable des récits de la littérature ancienne. Là, on les voit apparaître à Athènes dans ce récit hérodotéen. Et ces deux communautés vivaient harmonieusement jusqu'à ce qu'un beau jour, les Pélasges s'en prennent aux jeunes filles d'Athènes, c'est-à-dire aux filles des citoyens athéniens, qui régulièrement se rendaient à la fontaine de l'Énéakrounos, donc qui est une fontaine qui existe à l'époque à laquelle Hérodote écrit, qui est bien attestée archéologiquement sur l'agora d'Athènes, et les jeunes filles d'Athènes avaient l'habitude de s'y rendre. Les Pélasges, un beau jour, violent d'une façon l'accord d'hospitalité de Xénia qui les unissait aux Athéniens, et s'en prennent à ces jeunes filles et les outragent. Voilà, commettent un viol aux dépens de ces jeunes Athéniens, filles de citoyens athéniens. Or, explique Hérodote, et là c'est une espèce d'incise dans le récit hérodotéen,
À cette époque-là, les Athéniens n'avaient pas encore d'esclaves, non plus que les autres Grecs. Et c'est pour ça qu'à chacun de leurs passages, les Pélages outrageaient ces jeunes filles avec insolence et mépris. C'est une très brève incise dans le récit euh, d'Hérodote, mais qui suggère en fait un lien de conséquence qui est bien une étiologie concernant le recours à l'esclavage en Grèce. Pardon. Enfin, d'abord chez les Athéniens et puis en Grèce. C'est-à-dire, la logique du récit hérodotéen consiste à dire que suite au viol de leurs filles, les Athéniens décidèrent de recourir au travail des esclaves. Ces derniers accomplissant des tâches qui autrefois étaient dévolues aux jeunes Athéniennes. Donc ça joue un rôle d'événement fondateur qui explique le recours à l'esclavage dans la cité. Donc c'est en relation avec la division sexuelle des tâches dans la cité et comme la conséquence d'une menace sexuelle qui pèse sur les corps féminins, c'est intéressant, plutôt qu'en rapport avec ce que serait par exemple la profitabilité de l'exploitation du travail des esclaves, qu'Hérodote conçoit le recours euh, à l'esclavage. On a un autre récit qui est très similaire, qui est très étonnant, qui est un fragment d'un historien de l'époque hellénistique qui s'appelle Dosithéos, qui est juste un fragment dans lequel l'auteur explique, enfin, c'est aussi un récit étiologique qui raconte l'événement qui serait à l'origine de la fête de la liberté dans la cité de Smyrne, la fête de l'Éleutéria. Or, dans le récit que propose Dosithéos, on comprend que cette fête, en fait, célèbre le sacrifice qu'auraient accompli des femmes esclaves qui auraient donné leur corps aux assaillants, à ceux qui entouraient la cité au moment où ils allaient prendre la cité. Ces hommes réclamaient en fait le corps des femmes de la cité et des femmes esclaves, de toute façon, des femmes esclaves idéales du point de vue des citoyens de Smyrne, auraient offert leur corps en substitut à celui des femmes de la cité. Donc, encore une fois, pour préserver l'immunité du corps des femmes, des citoyens, des femmes libres. Bon, ce qui m'intéresse, en tout cas dans le récit hérodotéen, c'est que la cité démocratique du 5e siècle pense l'avènement de l'esclavage comme résultant de l'exigence de l'immunité du corps, de l'immunité des corps féminins de la communauté. Et dans ce cadre, la visée reproductive, permettre à la communauté dans son ensemble de survivre et de durer, est aussi importante que la vocation productive de l'esclavage. Et ce récit, évidemment, fait aussi entrevoir la façon dont le régime démocratique établit en son principe un ordre des vies singulier qui oppose, comme en miroir, le corps citoyen, masculin et féminin, défini, c'est important, masculin et féminin, défini par son inviolabilité, et le corps esclave, qui évidemment est vulnérable par nature et soumis à la plus grande des violences. Cette hiérarchie ou cet ordre des vies propre à la cité classique se donne à voir par ailleurs de différentes façons. Ce qui est intéressant par exemple d'observer, c'est finalement que la loi la plus ancienne qu'on connaisse au sujet de l'esclavage dans la cité démocratique est une loi imputée évidemment au législateur idéalisé dans la cité d'époque classique qui est Solon, donc une loi dont on faisait remonter l'existence au tout début du VIe siècle. Et c'était une loi qui... Bon, voilà, c'est la loi la plus ancienne qu'on connaît dans le monde grec au sujet de l'esclavage. Et c'est une loi qui établissait un partage clair des espaces et des pratiques de sociabilité dans la cité entre libres et non libres. Cette loi établissait en effet qu'un esclave ne pourra ni s'exercer nu, ni se frotter d'huile dans les palestres. Elle affirmait en outre qu'un esclave ne pourra être l'amant d'un enfant de condition libre, ni le poursuivre sexuellement, sous peine de se voir condamné publiquement à 50 coups de fouet. Donc cette loi portait sur l'usage des corps, la sexualité et la vie athlétique des citoyens et des esclaves. Mais lorsqu'il commente ces deux lois, Échine affirme que nos pères, lorsqu'ils ont légiféré sur nos exercices,
et nos occupations naturelles ont interdit aux esclaves de se livrer à celles qu'ils regardaient comme réservées aux hommes libres. Donc, Eschine lui-même conçoit que cette législation trace une ligne de partage, mais ce dont il est question ici, ce sont les mœurs et les actions qui relèvent de nécessités générées par la physis, par la nature. Ton ek physeos, anakaion. On les traduise par occupation naturelle, mais c'est une traduction d'une façon un peu plate, ou comme des activités dictées par la nature. Enfin, il est question en tout cas d'activité athlétique, de sexualité, bref, ce qui fait partie de la vie dans sa dimension physiologique en général. On pourrait aussi mentionner un texte très impressionnant, mais difficile à comprendre, qui est un passage du banquet de Xénophon, dans lequel Socrate condamne l'usage du parfum. Et il affirme qu'un esclave ou un homme libre se parfume, dans ce cas-là, chacun d'eux exhale aussitôt la même odeur. Mais, ajoute Socrate, les odeurs qui résultent des occupations propres aux hommes libres réclament de l'application et beaucoup de temps pour être agréables et dignes de la condition d'un homme libre. Donc la condition de liberté se traduit dans les odeurs du corps lui-même, telles qu'il résulte d'une performance régulière qui repose sur des pratiques individualisées, socialisées. De toute façon, on a là la définition très rigoureuse de la forme de vie comme travail que le sujet exerce sur lui-même. L'ordre des vies, la hiérarchie entre les vies, libres et esclaves, se donne aussi évidemment plus encore à voir sur la scène judiciaire. Et là, de façon quand même très spectaculaire, pour tous les auteurs anciens, ça a clairement à voir avec la démocratie. Je veux parler ici de cette institution quand même très étonnante, qui est celle du basanos. Alors, ce qu'on appelle le basanos, c'est cette institution par laquelle il est possible, dans le droit athénien de l'époque classique, de faire intervenir ce que nous présentons comme la parole d'un esclave dans le cadre d'une procédure judiciaire. Parce que les esclaves n'ayant pas de personnalité juridique ne peuvent pas lancer une action, mais ils ne peuvent pas non plus être témoins. Et pourtant, il est nécessaire pour énormément d'actions de la vie juridique ordinaire de faire intervenir des esclaves parce qu'ils peuvent fournir des informations sur tel ou tel événement qui s'est déroulé dans la cité. De ce point de vue-là, le droit athénien a construit cette procédure qu'est le basanos, qui suppose qu'on met à l'épreuve, et cette épreuve est une torture, le corps des esclaves dans des espaces qui sont extérieurs à celui du tribunal. Et de cette mise à l'épreuve ressort un texte qui est rédigé par écrit. En fait, on pose des questions auxquelles le corps de l'esclave soumis à l'épreuve doit répondre par oui ou par non. Et ce texte rédigé est ensuite placé dans l'échinos, qui est une boîte qu'on peut ouvrir à l'occasion du procès, et que les plaideurs peuvent utiliser dans un sens ou dans un autre, pour faire valoir leur position. Voilà ce qu'est le basanos, qui est, dans l'histoire du droit en général, une procédure absolument sans équivalent, puisqu'il s'agit de torturer des individus, non pas pour leur faire avouer quelque chose dont ils seraient coupables, puisqu'ils ne sont coupables de rien. Donc ça, on est dans quelque chose qui n'est pas du tout dans la logique, disons, de l'inquisition, de l'aveu. C'est une autre histoire de la torture qu'ouvre le basanos. Mais ce qui est intéressant, c'est que les auteurs anciens ne cessent d'insister sur le fait que le basanos est la meilleure des preuves qu'on peut utiliser lors d'un procès, et qu'elle a à voir avec la démocratie. C'est comme ça qu'on peut entendre ce passage du contre Léocrate de Lycurgue. Qui de vous ignore que dans les cas sujets à controverse, si des esclaves ou des servantes sont au courant des faits, il est éminemment juste et démocratique de les interroger en les soumettant à la torture et d'en croire les faits plutôt que les discours, surtout quand il s'agit d'affaires publiques importantes, d'un intérêt majeur pour la cité. C'est la meilleure des preuves, la preuve la plus juste et la plus démocratique. Alors, c'est comme ça qu'on traduit habituellement
démoticotatos, démoticotaton ici, qu'on pourrait aussi traduire par la plus populaire. Ça peut se discuter, mais on a deux autres passages qui insistent sur le fait qu'il s'agit bien de la meilleure des preuves, et elle est étroitement associée à l'existence même du régime démocratique. Ce qui est intéressant, c'est que la façon même dont les textes évoquent le Basanos est tout à fait étonnant, parce que la façon dont les historiens du droit racontent la procédure, c'est très souvent l'idée que c'est une torture qui est infligée à un individu que serait l'esclave. En réalité, c'est pas comme ça que les textes anciens le présentent. Ils présentent à chaque fois le Basanov comme une preuve qui est tirée entodermative, de la peau de l'esclave, ou ectosomatou, de son corps. C'est-à-dire que le sujet même de la procédure, l'instance qui est mobilisée par la procédure, ce n'est pas un individu, ce n'est pas une personne, parce qu'un esclave n'est pas une personne, c'est le corps même de l'esclave. C'est le corps de l'esclave qui parle à travers le Basanov. C'est de lui qu'émerge une preuve qui ensuite va pouvoir être mobilisée par les plaideurs. C'est en ce sens-là que, quand même, disons, on pourra en parler, mais le modèle proposé par Agamben autour de la vie nue, hein, qui serait au fondement du souverain, c'est-à-dire la façon dont la vie elle-même peut être dissociée ou à la fois capturée par le pouvoir et puis séparée entre une vie politiquement qualifiée et une vie qui serait une vie nue, il y a quelque chose qui, quand même, offre, à mon avis, des instruments intellectuels qui ne sont pas inintéressants pour penser ce qu'est le Basanos dans le droit athénien du code classique. Alors, comme le disait Jean-Marc tout à l'heure, en même temps, c'est vrai qu'il existe un certain nombre de textes de l'époque classique qui suggèrent que les esclaves dans la cité démocratique seraient mieux traités que dans d'autres cités. Ou en tout cas, que la cité démocratique leur accorderait une place particulière qui leur serait refusée dans des régimes non démocratiques. Est-ce que la démocratie athénienne a pu, même marginalement, reconnaître la vulnérabilité des corps esclaves, sinon même une forme d'égalité des vies par-delà la distinction statutaire entre libres et esclaves? En fait, la discussion, elle peut porter sur deux procédures, essentiellement. Et ma réponse, vous verrez, est quand même plutôt très clairement négative. La première procédure, c'est celle de la graphée ubreos, c'est-à-dire une procédure par laquelle il est possible pour n'importe quel citoyen athénien de poursuivre un autre citoyen qui aurait outragé un individu. Et les textes anciens, les plaideurs, insistent sur le fait que la graphée ubreos peut concerner toute violence exercée contre un individu libre, mais aussi contre un esclave. Et Démosthène, par exemple, dans le Contre Midias, il voit la preuve de la philanthropie exceptionnelle qui serait celle des Athéniens. Il note le caractère tout à fait exceptionnel ou incongru de cette procédure qui accorde une forme de protection aux esclaves. Alors, il y a toute une discussion, notamment chez les juristes, pour savoir comment est-ce que concrètement on comprend cette procédure. Sachant que par ailleurs, on sait très bien que le droit athénien ne connaît aucune procédure qui limiterait la violence d'un maître contre ses propres esclaves. C'est clair que n'importe quel, que le droit de propriété dispose un maître de ses esclaves, lui donne le droit de les mettre à mort sans qu'aucune procédure ne puisse. Donc on comprend mal, du coup, comment fonctionne cette graphée ubreos dont les esclaves pourraient bénéficier. Ce qu'a avancé, à mon avis, de façon tout à fait convaincante, Mirko Canevaro, c'est d'abord qu'il s'agit d'une procédure publique où ce qui est en jeu, c'est pas tellement la dignité du corps de l'esclave. L'idée, c'est plutôt que c'est la cité elle-même dans son ensemble qui est d'une certaine... Et c'est ce qui est au cœur de la graphée ubreos en général. C'est pour ça que c'est une action publique.
c'est que c'est la cité elle-même qui, d'une certaine façon, est atteinte dans sa dignité, c'est l'ensemble du corps civique qui est atteint dans sa dignité par la violence qui pourrait s'exercer contre n'importe lequel de ses membres. Ce qui en soi est quand même tout à fait significatif. Mais il est très clair qu'en fait, la graphée Hebreos, et notamment concernant des esclaves, n'a de sens et on ne peut y recourir que à l'occasion d'une violence qui aurait été exercée, certes contre les esclaves, mais dans certaines circonstances particulières. Et c'est parce qu'elle se produit dans certaines circonstances qu'elle atteint quelque chose de l'ensemble de la communauté, sur une place publique, lors de grandes cérémonies, etc. C'est pas, de ce point de vue-là, il n'y a certainement pas la reconnaissance d'une dignité particulière attachée à la personne même des esclaves. Un deuxième élément, une deuxième institution qui est tout à fait intéressante de ce point de vue-là, parce que là aussi il y a une singularité démocratique, c'est ce qui relève de l'asilie servile. C'est-à-dire, bon, évidemment, l'asilie, l'asilia, le droit d'asile est un phénomène massif dans toutes les cités grecques, et on sait bien que ça fait partie, disons, d'un droit, on peut dire très très vite, un droit sacré qui existe depuis très longtemps, qui remonte au moins au premier temps de l'époque archaïque, c'est la création des premiers sanctuaires. En même temps, on a toute une législation dans le monde des cités qui porte spécifiquement sur l'asilie servile, c'est-à-dire sur un droit qui serait spécifiquement accordé aux esclaves de fuir leur maître pour se réfugier dans un sanctuaire dans lequel ils pourraient faire valoir leurs droits contre la violence de leur maître. Et on a une dizaine de cas d'asilie qui sont attestés aussi bien par de sanctuaires dans lesquels on peut réfléchir sur ce qu'est l'asilie servile, qui sont essentiellement documentés par des inscriptions, mais aussi quelques textes. Et on voit bien qu'il y a un modèle, disons, connu dans l'ensemble de la Grèce, par rapport auquel la cité d'Athènes fait exception. C'est-à-dire qu'il y a un modèle d'asilie servile propre à la démocratie athénienne qui est tout à fait singulier. De quoi s'agit-il? Il s'agit du droit qui est accordé aux esclaves d'Athènes de se réfugier dans le sanctuaire de Thésée, donc dans le cœur symbolique de ce qu'est la cité, et voilà, sous la protection du premier des Athéniens, peut-être le premier, mais un des premiers des Athéniens, qui est Thésée. Et là, les esclaves peuvent venir et faire valoir leurs droits face aux autorités du sanctuaire contre la violence qu'ils subissent, contre leur maître et la violence qu'ils ont subie de leur maître. Mais ce qu'on peut reconstituer grâce à un ensemble de fragments en fait, d'auteurs comiques de l'époque classique, c'est-à-dire ces fragments des Horaï d'Aristophane et des Poleis de Polis, c'est le fait que les esclaves viennent dans ce sanctuaire et ce qu'ils peuvent obtenir, c'est une vente. C'est-à-dire que, en fait, et on voit bien qu'il y a un acte rituel qui consiste à demander de la part des esclaves à être revendus. Et c'est ça que les autorités des sanctuaires peuvent éventuellement leur accorder. Il ne s'agit évidemment pas de se libérer. Il ne s'agit pas d'être affranchi par décision de la cité. Il ne s'agit pas non plus de pouvoir quitter la cité, il s'agit juste de pouvoir être revendu à un autre maître. Et c'est étroitement associé à l'activité, évidemment, marchande au cours de l'esclavage, au modèle athénien d'esclavage. Donc, de toute façon, c'est une procédure qui consacre l'institution esclavagiste au cœur du fonctionnement de la société civique athénienne. Mais c'est une procédure qui représente, enfin, qui atteste une forme d'intervention de la part de la cité au sein de la relation entre le maître et son esclave et qui peut conduire jusqu'à un acte de dépossession, même si elle n'offre aucune perspective de liberté pour les esclaves. De toute façon, au contraire, elle sanctionne et elle renforce la distinction entre la communauté des libres et celle des esclaves. En tout cas, ces deux institutions assurent qu'il y a bien un souci proprement civique du corps ou de la vie des esclaves en régime démocratique, mais ce n'est pas la dignité personnelle des esclaves qui est au cœur de cette législation, c'est plutôt la relation
la forme de vie, on pourrait dire, qui unit maître et esclave, la communauté de vie qui unit maître et esclave, pour rejoindre Aristote, et qui engage l'ensemble de la communauté, qui est l'objet du soin des Athéniens. Et c'est que, d'une certaine façon, le rapport de domination entre maître et esclave, dans sa singularité, peut être étroitement associé à un régime politique. C'est-à-dire l'idée, c'est mon dernier point, c'est le dernier point que je souhaite un peu plus longuement développer, l'idée que la maîtrise, la despoteia, le type de pouvoir qu'un maître exerce sur son esclave est constitutif d'une forme de vie associée à un régime politique. C'est ça l'hypothèse que je voudrais suivre. Et en le faisant, je m'appuierai sur le 8e livre de la République de Platon, puisque dans la succession des régimes que déploie Socrate dans le 8e livre de la République, on le sait, chaque régime se définit par une certaine justice dans l'âme et un certain type de forme de vie. Ce qui est intéressant, c'est que chacune des politeiae décrites par Socrate se caractérise par une certaine arché despotiquée, c'est-à-dire un certain type de domination entre maître et esclave. L'homme démocratique, oligarchique ou démocratique représente à chaque fois une certaine façon d'être maître, davantage encore qu'une certaine façon d'être père, d'être enseignant, d'être à la tête d'un oikos, au sens où ces différentes qualités ne sont pas vraiment décrites dans leur spécificité au sein de chaque régime. De ce point de vue-là, on peut dire que la figure du maître d'esclave est une figure paradigmatique pour penser, dans le 8e livre de la République, dans sa plus grande généralité, un lien de domination qui est étroitement articulé chez Platon au type d'autorité politique propre à chaque régime. Donc, mais c'est important, puisque quand même cette idée que la maîtrise, la despoteia, participe à la grammaire du politique dans ses dimensions fondamentales. Alors, quelle est la spécificité de la forme démocratique de ce point de vue-là? Si on suit l'évolution d'ensemble qui est tracée par le livre 8, on peut dire que globalement, elle est organisée par un progressif renversement de la relation maître-esclave. On a ici un cadre d'analyse qui se dessine dès la fin du meilleur des régimes, donc dès le début du livre 8, puisque la sortie de l'aristocratie et la transition vers la timocratie se manifestent d'abord par l'asservissement, c'est pensé comme une douléia, par les races de fer et d'airain de leurs propres congénères. Ensuite, l'homme timocratique se caractérise par sa violence à l'égard des esclaves. Et au terme du processus, en régime tyrannique, la situation typique est celle d'un maître qui est passé sous le contrôle de ses esclaves. Et entre les deux, on peut dire, si la démocratie est le règne de l'anarchia, c'est au sens où plus aucune autorité ne s'exerce sur les esclaves, puisque les hommes soumis aux magistrats, ils sont traités d'esclaves et que les esclaves ont les mêmes droits que les libres. Donc la logique du régime démocratique, c'est bien connu, dans le livre 8, repose sur l'indistinction entre celle dont on parlait tout à l'heure, entre archontes et archoménos, et elle conduit in fine à ce que les citoyens ne se reconnaissent plus aucun maître. Je cite 563b, le point limite de cette liberté de la masse est atteint dans une cité de ce genre quand les hommes et les femmes vendus en esclavage ne sont pas moins libres que ceux qui les achètent. Voilà ce en quoi consiste la despoteia en régime démocratique. Alors, d'abord, j'insiste sur le fait qu'on retrouve ici un cadre d'analyse qui est proprement socratique, et celui contre lequel, évidemment, s'élèvera Aristote, selon lequel l'arché despotiqué, le pouvoir du maître sur son esclave, est une des modalités, une des formes de l'arché politique. Et l'esclavage est une forme de relation politique, de la même façon, de sorte, que la forme de pouvoir qu'un maître exerce sur son esclave peut potentiellement, ça c'est très clair, pas seulement chez Platon, c'est un héritage de la pensée socratique, de sorte que elle peut potentiellement servir de modèle pour concevoir des relations
entre des citoyens d'une même cité. Les lois prescrivent en certaines circonstances, les lois de Platon, je veux dire, un comportement à l'égard des esclaves qui est semblable à celui qu'il faudrait avoir envers des hommes libres. Mais toute la question, à mon avis, ici, porte généralement chez Platon autour du rapport entre, et ce qui est vraiment intéressant pour nous, au sujet de la forme de vie démocratique, c'est le rapport entre la liberté et la maîtrise. Moi, la façon dont je comprends le livre 8 de la République, de ce point de vue-là, quand Platon parle, Socrate-Platon parle de la démocratie, c'est que la démocratie, le plus beau des régimes, selon l'ironie de Socrate, se présente comme le règne de la liberté, mais cette liberté n'est que licence, avec soucia, dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur une véritable maîtrise. Dans la mesure où elle ne s'appuie pas sur une véritable maîtrise, elle dégénère en une forme d'anarchie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il faut lire ces passages du livre 8 au regard d'un autre bref passage du livre 5, en 463, qui porte sur les noms des différentes fonctions dans la cité idéale au regard de ceux qu'on peut employer dans les autres cités. Une fois qu'on a admis que tous les membres d'une même cité se nomment citoyens. Et la question qui est posée à Socrate, c'est celle de savoir, mais outre ce nom de citoyen, quel nom particulier le peuple donne-t-il dans les autres cités à ceux qui les gouvernent? Dans la plupart des cités, il les appelle maîtres. Mais dans les cités dont la constitution est démocratique, il les appelle archontes. Ici, il est clair que la démocratie, dans le fond, fait rupture. C'est-à-dire qu'elle institue une communauté d'égaux, et donc elle brise l'existence d'un continuum des dominations, depuis la sphère de l'oikos jusqu'à la cité, depuis la relation entre un père et son enfant, jusqu'à celle du magistrat sur ses concitoyens. Alors que dans les autres régimes, de toute façon, l'arché despotiqué est une forme de la politique, les gouvernants étant des despotas et des maîtres à l'égard de leurs concitoyens, et leur capacité de gouvernant relevant des dispositions du maître, il en va tout différemment en régime démocratique, et c'est ce qui pose de façon problème aussi à Socrate, Platon. Mais ici, la question pour moi qui est essentielle, c'est dans quelles conditions est-ce qu'il est possible de concevoir une définition de la liberté qui ne suppose pas par ailleurs, et je pense que c'est quand même une question grecque fondamentale, l'exercice d'une maîtrise, puisque Platon diagnostique, c'est ce qui me semble, dans la démocratie, une exclusion du champ politique de la despoteia et le transfert de son exercice dans un espace qui échappe à la politique. Mais du point de vue platonicien, et c'est le cas aussi, c'est très clair, par exemple, chez le pseudo-Xénophon. Donc en fait, Platon s'inscrit ici dans une tradition qui le précède, qui est importante. La liberté ne peut se concevoir sans être une maîtrise explicite, sinon cette liberté se transforme en anarchia. Donc Platon semble affirmer que la démocratie a refoulé la question de l'esclavage en dehors du champ politique, mais en évacuant la maîtrise de son vocabulaire politique, la despoteia, elle s'est condamnée à une liberté trompeuse. Elle ne peut produire de toute façon qu'une forme frelatée de liberté. Donc on dirait en termes platoniciens que la démocratie adopte une conception restrictive de la politique qui l'empêche d'intégrer en son sein et de tirer profit pour la cité d'une des relations politiques les plus pertinentes, celle qui associe, dans la violence, évidemment, un maître à son esclave. Et en refoulant le rapport esclavagiste à l'écart du champ politique, la cité se laisse envahir par ses propres esclaves. C'est ce qui est expliqué dans le livre 8, auquel elle confère des droits exorbitants au point de fragiliser la citoyenneté. Mais d'une certaine façon, on pourrait dire que, du coup, il revient à Aristote de tirer les conséquences de cette critique et d'offrir à la cité démocratique, avec l'esclavage par nature, l'idéologie dont elle a besoin. L'idéologie dont la cité démocratique a besoin. Mais donc, d'une certaine façon, Platon nous met sur une piste qui est intéressante et que moi je retrouve quand même dans un certain nombre de textes aristotéliciens, c'est-à-dire l'idée que le propre de la forme de vie démocratique est d'exister avec l'esclavage et mais en même temps d'en nier
la dimension politique. La liberté du citoyen ne se distingue pas de la maîtrise, mais le propre du régime démocratique est de rendre invisible cette dépendance ou cette articulation et de ne pas en tirer profit. Mais chez Aristote, il y a par ailleurs toute une réflexion très intéressante de ce point de vue-là, qui, à mon avis, prolonge le cadre d'analyse, enfin, en partie, disons, le cadre d'analyse platonicien, autour de la notion d'épitropéia et de la figure même de l'épitropos. L'épitropos, littéralement qu'on traduit par l'intendant, ça désigne dans la vie ordinaire, disons, de l'Athènes de l'époque classique, ça désigne tous ces esclaves qui ont généralement qui ont le plus souvent été placés à la tête de la gestion d'un domaine, voire même d'un atelier, d'une boutique, par leur propre maître, et qui sont en position de hiérarchie, enfin, en position d'autorité hiérarchique par rapport aux autres esclaves, parfois même qui peuvent commander des livres. Il y a toute une réflexion de la philosophie politique athénienne à partir de la fin du 5e siècle autour de cette figure de l'épitropos et de ce qu'est l'épitropéia. On le retrouve dans les traités économiques de Xénophon, dans le traité économique attribué au pseudo-Aristote, et on a une trace encore de cette réflexion autour de l'épitropéia, donc de cette figure de l'intendant esclave, dans la politique d'Aristote. Et, alors là, il me semble que dans le livre 1, il y a un passage qui est tout à fait étonnant, et ensuite on retrouve, cette fois-ci sous forme métaphorisée, la mention de l'épitropos, épitropéia, dans les Magna Moralia. Aristote affirme clairement, enfin il vante plus exactement, ces citoyens athéniens qui ont les moyens d'éviter les tracas que sont la gestion de leur propre propriété, en laissant la charge à un épitropos, tandis qu'eux-mêmes s'occupent de politique et de philosophie. Aristote explique ici, et en fait il dialogue avec le traité économique de Xénophon, auquel il s'oppose. Mais Aristote ici explique que l'homme libre doit, pour pouvoir pratiquer la politique et la philosophie, être déchargé d'activités productives en la confiant à des épitropoi, c'est-à-dire à des esclaves. Moi, la façon dont je comprends ce texte, c'est l'idée que une saine ignorance de l'organisation de son oikonomia, de son domaine domestique, est d'une façon indispensable à l'exercice de la liberté sous cette double dimension de la politique et de la philosophie. Mais pour ça, il faut des esclaves. Heureusement, il y a des esclaves. Et d'une certaine façon, l'esclave, ici, épitropos, permet à un maître de devenir un citoyen et un philosophe. Mais convertit un maître en citoyen et un philosophe. C'est-à-dire, c'est une façon de mettre à distance la maîtrise ou de la rendre invisible pour pleinement pratiquer la politique et la philosophie. Mais on est toujours autour de cette question du rapport entre liberté et maîtrise qui à mon avis, est fondamentale dans ce que serait la forme de vie démocratique. Voilà, alors, juste pour finir, j'ai proposé un parcours peut-être un peu erratique, mais qui tournait quand même toujours autour de la question de l'esclavage. Il s'agissait donc de réfléchir à l'articulation entre le fait démocratique et l'esclavage à partir de la notion de forme de vie, entendue en un sens assez restrictif. La question de la vie d'un point de vue physiologique, comme aussi d'un point de vue éthique. Il existe une forme de vie démocratique au sens où, non seulement, d'abord parce que il existe une définition normative de ce qu'est une vie bonne, qui suppose la protection de la vie même du citoyen, auquel est accordée une certaine dignité, qui se traduit par l'inviolabilité personnelle. Mais évidemment, lui est liée l'attribution d'une valeur différenciée
aux vies dans la cité, autour d'une construction qui est largement polarisée entre vie libre et vie esclave, corps libre et corps esclave, qui semble quand même ordonnée par une relation en grande partie spéculaire. Il y a des corps dont le parfum, comme le dit Socrate dans le banquet de Xénophon, grâce à un exercice continu, ne cesse d'exhaler de bonnes odeurs, et des corps qu'on fait parler en pratiquant à leurs dépens la plus grande des violences. Mais il y a aussi, j'ai juste fini là-dessus, une forme de vie démocratique, comme le donne à voir Platon, au cœur de l'analyse de la politique démocratique dans le livre 8, qui est une certaine façon d'être maître aux dépens des esclaves et qui est indissociablement aussi une certaine façon d'être libre. Et j'insiste sur cette articulation. Je vous remercie.